Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à ce webinaire. Comme c'est inscrit dans le chat, si vous avez la moindre question, vous pouvez l'écrire directement dans les questions-réponses et on y répondra en fin de session. Je souhaite la bienvenue à nos deux intervenants, donc le professeur Philippe Richebé, qui est anesthésiste réanimateur à la Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine et à l'Université de Montréal, et le professeur David Charrier, qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Saint-Étienne. Je vais leur laisser la main pour débuter ce webinaire et je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup, Diane. Je vais commencer donc. On va commencer par des conflits d'intérêts. D'abord, je tiens à remercier MetaSense et Medtronic pour avoir organisé ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous pour participer aussi à cette heure de webinaire sur l'anesthésie personnalisée et le moniteur NOL. Quelques conflits d'intérêts pour commencer. Vous voyez que j'ai eu quelques subventions et des grants de différentes compagnies sous forme de Investigator Initiative Trials qui sont indépendants des compagnies tout de même. Et puis des grants de différentes institutions aussi au Canada et aux États-Unis où j'ai passé presque 20 ans de ma vie. Pour ce qui est de Dr Charrier, David, je te laisse présenter tes conflits d'intérêts. J'ai pour conflit d'intérêt celui qui m'invite à parler aujourd'hui, Medtronic. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Oups. Donc aujourd'hui, on a 6 points particuliers à travers lesquels on va passer ensemble. Le premier, ce sera l'introduction. Quels sont les besoins cliniques de ces moniteurs de nociception dans notre pratique d'anesthésie? Le deuxième sera la technologie du NOL. Le troisième, les évidences cliniques qui nous amènent à utiliser ce NOL index en intraopératoire. Les études, le point 4 sera l'étude Opti2 dont le principal investigateur est professeur Charrier, puis 2 cas cliniques pour donner un peu plus de- d'impact clinique à l'utilisation de ces moniteurs et de représenter un petit peu l'utilisation et les issues qu'on peut espérer en utilisant ces moniteurs. Et puis une question, le point 6, ce sont les questions et les réponses. Donc pour ce qui est de l'introduction, quels sont les besoins cliniques de ces moniteurs et pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser des moniteurs de nociception? Comme vous le savez tous, vous faites de l'anesthésie tous les jours, donc vous êtes bien au courant qu'on a des moniteurs d'hypnose ou de profondeur d'anesthésie qui ont été développés depuis plus de 25 ans et que ces moniteurs d'anesthésie sont assez utilisés, on va dire, dans notre pratique quotidienne. On a des moniteurs de relaxation musculaire qui sont fortement recommandés par les sociétés savantes d'anesthésie aussi pour le monitorage de notre curarisation intraopératoire. Et puis, on avait l'analgésie qui restait un petit peu à la discrétion de l'anesthésiste. Et puis, on n'avait pas trop de moniteurs pendant enfin, on a eu des moniteurs qui sont sortis sur le marché, mais qui n'ont pas atteint un niveau d'utilisation très important et très large dans notre population d'anesthésie. Donc, c'est ce qu'on va un petit peu discuter aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire une utilisation de ces moniteurs un petit peu plus large? Donc, la raison, c'est que moi, j'ai fait de la recherche pendant 20 ans, 25 ans, plus de 25 ans même, sur la douleur post-opératoire, la sensibilisation neuronale périphérique et centrale et le développement de douleurs chroniques post-opératoires. On sait que si on a une analgésie qui est mal faite en intraopératoire, on favorise des phénomènes de sensibilisation du système nerveux central. Et donc, même si le patient dort, on favorise un risque de douleur aiguë plus important en post-opératoire. Et d'un autre côté, si on donne trop d'opioïdes, on sait aussi, et ça c'était le sujet de mon PhD dans les années 2000, que les très fortes doses d'opioïdes pouvaient induire ce qu'on appelle le opioid use hypersensitivity. Donc on veut éviter le trop peu ou le trop trop d'opioïdes et on veut donner la bonne dose au bon moment à nos patients. Ça, c'est un schéma qui résume un petit peu ce qu'on vient de dire. En point au milieu, la sensibilisation. La sensibilisation amène à des douleurs chroniques post-chirurgicales. Plus on sensibilise, plus on laisse sensibiliser nos systèmes nerveux central et périphérique, plus on a de risques de douleurs chroniques post-op. Vous avez ici 3 exemples de revues qui ont été écrites, dont 2 par
des brillants collègues à moi et moi-même, et puis une qui est parue récemment dans European Journal of Anesthesiology en 2024, et qui explique un petit peu le pourquoi du développement des douleurs post-opératoires chroniques et qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter. On sait effectivement qu'il faut réduire les influx nociceptifs, mais on doit aussi réduire les opioïdes intraopératoires. Et donc, en utilisant ce type de moniteur, on va permettre de ne pas donner trop peu d'opioïdes ou de ne pas donner trop d'opioïdes et de donner la bonne dose au bon moment. Pardon, il y a une slide qui a sauté. Donc, l'opioid induced sensitivity, ce n'est pas quelque chose de récent. Moi, j'ai travaillé dessus dans les années 95, 2000, 2005, d'abord chez les animaux, puis en études de laboratoire, puis ensuite en études cliniques. Et puis, dans les années 2015, il y a des méta-analyses qui ont commencé à sortir, des revues systématiques avec méta-analyses. Celle-ci est très connue, publiée dans le BJA en 2014. Elle reprenait 27 études de tout type de chirurgie, tout type d'opioïdes. Il y avait plus d'études faites avec le rémifentanil, mais elle disait qu'effectivement, que l'opioid-induced hypersensitivity dépendait de fortes doses d'opioïdes qu'on faisait en intraopératoire et que si on en faisait moins, on avait moins de risque de l'avoir. J'aime bien cette revue systématique-là de Martin Angst, qui est un de nos collègues suisses est parti en Californie depuis 25 ans aussi, et qui a représenté, et là c'est assez flagrant, ce sont que des études qui utilisaient le rémifentanil, et vous voyez que celles de gauche, là où ils n'ont pas vu de opioid-induced hypersensitivity, ce sont des études qui utilisaient peu de rémifentanil, alors que les études en gris foncé à droite sont des études qui, elles, ont utilisé beaucoup de rémifentanil intraopératoire, et les conséquences de ça, c'était d'avoir une hypersensibilité induite par les opioïdes. Donc oui, ça existe quand on utilise de très fortes doses d'opioïdes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du tout d'opioïdes. Il y a eu des mouvements opioid-free anesthesia dans les années, depuis une quinzaine d'années. Peut-être qu'il ne faut pas aller jusqu'à l'opioid-free, mais jusqu'à l'opioid-sparing et une meilleure administration de nos opioïdes intraopératoires. Alors pourquoi utiliser des moniteurs de nociception? C'est parce que jusqu'à maintenant, on avait des signes cliniques qui nous permettaient d'évaluer la nociception intraopératoire sous anesthésie générale de notre patient endormi. Malheureusement, les deux premiers, la fréquence cardiaque et la pression artérielle, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Malheureusement, on sait qu'ils ont une faible sensibilité, une faible spécificité pour détecter la douleur ou la nociception durant l'anesthésie. Si je regarde cet écran-là, j'ai en haut mon moniteur standard et en bas mon respirateur. J'ai une MAC à 0,8, j'ai un BIS à 53. Mon EEG me semble me dire que mon patient finalement dort assez bien. Mais j'ai une petite tachycardie, en tout cas plus importante qu'initialement. Il est à 71, il n'est pas à 150 non plus. Et j'ai une hypertension artérielle. Et je me dis, est-ce que cette hypertension artérielle, je la traite avec des opioïdes ou je la traite avec des antihypertenseurs? Et je pense qu'il n'a pas mal. Si on n'avait pas le NOL que l'on voit ici, quand on voit le NOL est en train de nous dire, ben là, ton patient, il a 155 sur 106 de pression artérielle parce qu'il a un NOL qui est élevé et donc il faudra le traiter. Il dort bien, mais sa pression artérielle est élevée à cause de la nociception intraopératoire. Si j'avais eu un NOL dans les valeurs normales, c'est-à-dire en dessous de 25, de la ligne de 25, du seuil de 25, eh bien, j'aurais pas donné d'opioïdes supplémentaires, mais j'aurais donné plutôt un antihypertenseur pour faire baisser sa pression. Donc, ça nous aide effectivement à faire ce choix thérapeutique. Est-ce que je donne plus d'opioïdes ou est-ce que je fais autre chose pour gérer mon hémodynamique intraopératoire? Donc oui, on a besoin de ces moniteurs en pratique clinique. On a des moniteurs qui sont sur le marché maintenant, dont ce NOL Index. Ce NOL Index, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé sur le marché par hasard, ça a été validé par des études. Ça, c'est une des études qu'on a publiées en 2019, une des études de validation. On n'utilise pas quelque chose qui n'est pas validé proprement dans la littérature. Cette validation, elle le compare à la fréquence cardiaque, à la pression artérielle moyenne, au BIS index, et on fait des stimuli cliniques et des stimuli expérimentaux, des petites stimulations électriques tétaniques, et on regarde la variation du NOL avant-après stimulation, de même que la variation pression artérielle et fréquence cardiaque avant-après stimulation.
avec plusieurs niveaux de stimulation, on arrive à construire ces courbes ROC de sensibilité-spécificité. Vous voyez, sur l'axe des X, c'est 1 moins la spécificité. Sur l'axe des Y, c'est la sensibilité. Si vous êtes sur la diagonale, c'est que vous êtes nul. Si vous êtes comme la courbe bleue représentée ici, c'est que vous êtes plutôt très bon. Et si vous êtes comme les 3 autres courbes au milieu, c'est que vous êtes moyen. Donc là, notre étude qu'on a publiée en 2019 montrait que le null index était meilleur que la pression artérielle et la fréquence cardiaque pour détecter un stimulus nociceptif intraopératoire. Ça ne vient pas juste de nous. Nous, on est les études à droite. On a 2 publications de validation de ce null index intraopératoire pour détecter la nociception intraopératoire. Il y avait 2 études aussi, Anesthesiology 2015, Anesthesiology 2016, qui viennent de Netherlands et des USA et d'Israël. Et les 3-4 études dans 3 pays différents disent la même chose: meilleure sensibilité, meilleure spécificité pour le null index pour détecter la nociception intraopératoire. Alors, qu'est-ce que j'attends d'un moniteur de nociception? Il faut qu'il soit facile à utiliser dans ma vie de tous les jours au bloc opératoire. Il faut qu'il soit totalement validé, ce que l'on vient de voir. Il faut qu'il soit plus sensible et plus spécifique que les paramètres classiques comme la fréquence cardiaque et la pression artérielle. C'est ce qu'on vient de voir aussi. Il faut qu'il soit robuste dans un environnement de bloc. Il ne faut pas qu'il y ait d'interférences électriques trop importantes. Il faut qu'il me donne des informations que mon cerveau et mon œil humain ne sont pas capables d'analyser, parce que ça remplace mon œil humain. Il faut qu'il m'offre une évaluation en continu, et ça c'est important parce qu'on ne veut pas faire une évaluation toutes les 15 minutes, mais on veut avoir une évaluation de la nociception continue pendant toute la chirurgie. Il faut qu'il soit rapide à réagir, il faut qu'il détecte les effets de mes analgésiques intraopératoires, qui me permettent une administration précise des antalgiques péropératoires, qui me permettent une réduction des scores de douleur et des besoins d'opioïdes en salle de réveil, voire même un peu plus tard, et puis qu'il facilite la récupération post-opératoire. Je vous invite à lire cette revue-là qu'on a écrite avec mon groupe de Montréal dans Anesthésia Analgésia en 2024. C'est une revue qui nous a été demandée sur qu'est-ce que sera l'anesthésie, le monitoring de l'anesthésie dans les années 2050. Donc, on reprend un petit peu toutes ces thématiques de profondeur d'anesthésie, de monitorage de la nociception et des curares. Donc, je vous invite à la lire si vous voulez. Je vais passer la main maintenant au professeur Charrier qui va nous parler de la technologie Lunol. David, je te laisse la main. Merci. Donc maintenant que le professeur Philippe Richebé nous a en introduction expliqué pourquoi c'était intéressant de monitorer la nociception, maintenant je vais vous expliquer comment. Comment Medasense, une boîte israélienne distribuée par Medtronic en France, a conçu cet outil, le Nociception Level Index. On parlera de NOL pendant la présentation. Donc, quand on a un stimulus nociceptif, quand on a une douleur, on augmente notre fréquence cardiaque, notre pression artérielle et notre conductance cutanée. Quand on active le sympathique, on transpire, on a ces sueurs froides qui va être un des paramètres recueillis par le NOL. Vous voyez, c'est un moniteur avec une petite pince dans lequel on glisse le doigt et on vient l'appliquer sur 2 petites électrodes autocollantes qui vont se coller sur la première et la deuxième phalange du doigt. Hop, je passe à ma diapo suivante. 2 paramètres principaux composent le NOL. D'abord, la plétismographie. À partir de la courbe de plétismographie, on peut en tirer la fréquence cardiaque. On aura donc ces variations au moment d'un stimulus nociceptif et sa variabilité, c'est-à-dire ces fluctuations instantanées permanentes qui renseignent sur l'état du système sympathique et parasympathique. On aura aussi les variations d'amplitude de l'onde de pouls. On sait que quand on active son système sympathique, on vasoconstricte ces vaisseaux et donc on va diminuer la variation d'amplitude de l'onde de pouls. De l'autre côté, la conductance cutanée, donc ces 2 petites électrodes sur lesquelles sont plaqués le doigt, vont en permanence monitorer la conductance, l'inverse de la résistance entre ces 2 points, et être un paramètre du système sympathique. 2 autres paramètres composent ce petit capteur, la température cutanée, simplement pour qu'on reste dans un range d'utilisation correct. En hypothermie, au froid, on va avoir un moins bon signal, donc le moniteur va nous le signaler. Et il y a un accéléromètre qui est aussi un capteur de mouvement pour nous dire attention, la main du patient bouge à ce moment-là, le signal est peut-être un peu moins fiable.
L'objectif est de se trouver dans un range entre 10 et 25. Le NOL est un index qui varie entre 0 et 100. 10 et 25, c'est le niveau d'analgésie optimal. Au-dessus de 25, pendant 1 minute, on est en présence d'un stimulus nociceptif. Pour parenthèse, en dessous de 10, on se trouve donc sur un excès d'analgésie par rapport au stimulus nociceptif au moment donné. Quand on a poussé un bolus de sulfentanyl, on ne va pas aller le rattraper ou l'antagoniser, mais quand on tourne sous rémifentanyl, on va pouvoir baisser la concentration cérébrale estimée puisqu'on se trouve à ce moment-là en excès d'analgésie par rapport au stimulus nociceptif. Alors, comment a été construit cet index? C'est une mesure de la balance entre, d'un côté, la stimulation nociceptive et de l'autre côté, le niveau d'analgésie. Donc, ils ont construit un index qu'ils ont appelé CISA pour index combiné stimulus et analgésia. Et ils ont demandé d'un côté au chirurgien, à un moment donné, à quel niveau, à quelle intensité de stimulus nociceptive se trouvait le patient. Et à ce moment-là, donc le chirurgien répondait entre 0 et 10. Et à ce moment-là, on a demandé à l'anesthésiste en face à quel niveau d'analgésie on se trouvait. Alors l'anesthésiste, il n'a pas répondu entre 0 et 10. Il a utilisé le calcul mathématique de la concentration cérébrale estimée de morphinique à cet instant précis. Vous voyez les coefficients de pondération au-dessus. Donc, on était dans les études, on était soit sous rémifentanyl, soit sous fentanyl dans l'étude Princeps qui avait construit cet index. Et donc, on a fait des photos à plusieurs moments pendant l'intervention et sur un grand nombre d'interventions, on a fait des photos de l'ensemble des paramètres qui étaient monitorés à ce moment-là, fréquence cardiaque, variation d'amplitude de l'onde de pouls, conductance cutanée et toutes les dérivées mathématiques dans le temps de ces index-là. Et on est allé regarder comment se positionner, comment se combiner ces paramètres à un moment donné par rapport à cet index CISA. Le calcul mathématique qui est derrière, c'est une random forest, une forêt d'arbres de décision. On a fait comme si on avait une forêt d'experts qui donnaient leur avis à un moment donné sur le niveau moyen de douleur. Le premier expert, par exemple, dit si la fréquence cardiaque est au-dessus de 95, je considère qu'il est douloureux. Je regarde alors la conductance cutanée. Si elle est effondrée, c'est une douleur intense. Si elle est élevée, c'est une douleur probablement moyenne. À l'inverse, si la fréquence cardiaque est inférieure à 95, je vais m'intéresser à la variabilité de la fréquence cardiaque. Si elle est basse, la douleur sera moyenne. Si elle est élevée, la douleur sera nulle. Chacun des experts a construit sa décision et le NOL est la combinaison mathématique de l'ensemble des décisions de l'ensemble des experts, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons qui peuvent être obtenues à partir des paramètres cliniques qui sont monitorés pendant l'intervention. On en fait une combinaison mathématique, on rend ce chiffre variable de 0 à 100 et voilà la valeur de NOL. Et vous voyez sur la droite la capacité du modèle tel qu'il a été construit à prédire la valeur de l'équilibre entre la nociception et l'analgésie. Elle est excellente. Les deux courbes rouge et bleu se trouvent avec des aires sous la courbe à 96 ou 97. Donc, on a construit un index mathématique qui est capable de prédire l'état à un moment donné de la balance entre stimulus nociceptif d'un côté et analgésie d'un autre côté. Et en plus, ce paramètre va s'adapter au cours de l'intervention au patient lui-même. Au tout début, c'est une statistique de population. En moyenne, on va considérer par exemple qu'un patient qui est à 65 est un patient douloureux. Et quelques minutes après, on va s'apercevoir que non, quand il a mal, lui, il monte à 100 et que 65, c'était son paramètre au repos. Donc, le NOL va tenir compte du patient lui-même et de son évolution sur les premières minutes pour passer d'une statistique de population, voilà ce que, en moyenne, avec ces chiffres-là, on peut penser du niveau d'analgésie ou de douleur du patient, à une statistique propre au patient, à des données propres du patient. Au bout de quelques minutes, on sait si le 65 pour ce patient-là est un stimulus nociceptif ou si au contraire, c'est un patient qui n'a absolument pas mal. Attention, ce n'est pas un moniteur de douleur. À la base, c'est un moniteur du système sympathique. Certes, la douleur va augmenter le sympathique, mais tout un tas d'autres choses vont également augmenter le sympathique, activer le système sympathique, une tâche cognitive, la vessie pleine, un mouvement, un bruit fort, une lumière vive, l'hypothermie, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'hypovolémie, l'émotion ou le stress, tout un tas de paramètres qui peuvent jouer sur le NOL.
Alors, au bloc opératoire, on est assez tranquille. Bien sûr, il y a le problème de la vessie pleine. Si l'intervention dure, on va finir par activer le système sympathique. Bien sûr, l'hypothermie, mais en principe, on la contrôle. L'hypo ou l'hyperglycémie, on fera attention chez les patients diabétiques, comme on le fait tous les jours. L'hypovolémie va aussi activer au long cours le système sympathique et venir augmenter ce chiffre de NOL. Mais sur une seconde donnée, quand le chirurgien met son coup de bistouri, si le NOL augmente, il est lié au phénomène douloureux qu'on est en train d'enregistrer. Je rends la parole au professeur Philippe Richebé pour les évidences cliniques pour l'utilisation de cet index. Merci David. Donc, c'est bien de savoir effectivement pourquoi est-ce qu'on doit utiliser des moniteurs de nociception. C'est bien de connaître la technologie qu'il y a derrière tous ces moniteurs-là, et spécifiquement le NOL, mais c'est aussi important de connaître l'impact qu'a l'utilisation clinique dans notre pratique clinique quotidienne et sur nos patients. Et donc, ce qui est important, c'est de connaître un peu la littérature sur l'impact intra- ou post-opératoire. Donc, ça, c'est une étude assez récente, 2019, hein, ça fait 5-6 ans maintenant, qui vient du groupe de Albert Daan à Leiden, aux Netherlands, et qui montrait que quand on utilisait chez 40 patients guidés par le NOL Index versus 40 patients non guidés par le NOL Index, mais qui étaient gérés de façon standard, hein, le standard of care, on avait effectivement en chirurgie abdominale laparoscopique pour chirurgie colorectale, on avait une réduction assez importante de 30% d'opioïdes en moins intraopératoire quand on utilisait le NOL, parce qu'il permettait d'ajuster précisément les doses de NOL aux besoins réels du patient. Et c'est ça qu'on appelle besoin réel du patient et titration dans l'anesthésie personnalisée. C'est ça qu'on cherche à faire, tant pour les hypnotiques que pour les opioïdes. Donc le NOL a permis moins 30% d'opioïdes. Et dans cette étude-là, vu qu'il y avait moins de consommation d'opioïdes et que c'était mieux ajusté, il y avait aussi moins d'impact hémodynamique et donc moins d'événements hypotensifs et moins besoin de vasopresseurs intraopératoires dans cette étude-là. Ils sont revenus un petit peu plus tard, en 2020, avec une étude bicentrique qui évaluait là l'utilisation du NOL Index pour guider l'administration de fentanyl. Leur première étude était faite avec du rémifentanyl. Et ils ont montré là qu'il n'y avait pas forcément une différence d'utilisation de fentanyl intraopératoire parce que sa longueur d'action est peut-être un peu plus longue que celle du rémifentanyl. Par contre, ils avaient un effet intéressant sur la douleur post-opératoire que vous voyez ici représentée en violet ou en bleu. Le groupe bleu, c'est le groupe guidé par le NOL intraopératoire avec des scores de douleur en salle de réveil qui étaient moins importants. Et de façon intéressante aussi, et David le disait bien, le NOL, c'est aussi un moniteur de stress, entre guillemets, puisque c'est l'activation sympathique. Et vous voyez en bas, à droite, les hormones ACTH et cortisol, on a moins d'ACTH et moins de cortisol en réponse au stress opératoire dans le groupe guidé par le NOL parce qu'on a certainement mieux géré l'administration des analgésiques et donc on a eu moins de stress physique du patient qui se lie sur ces courbes ACTH et cortisol post-opératoire après ce genre de chirurgie. On a fait, nous, une étude avec notre groupe à Montréal sur la chirurgie laparoscopique gynécologique, où là aussi, on a montré que le NOL Index permettait de mieux guider l'administration du fentanyl avec une réduction d'à peu près 25% de fentanyl intraopératoire et par rapport au groupe standard, non guidé par le NOL. Et on avait aussi moins 20% d'opioïdes en salle de réveil et jusqu'à presque moins 40% d'opioïdes durant 24 heures après la chirurgie. Donc, mieux gérer la douleur ou la nociception intraopératoire en utilisant le NOL-Index nous a permis de réduire la consommation d'opioïdes non seulement intraopératoire, mais d'avoir aussi un impact sur la consommation d'opioïdes en salle de réveil et pendant 24 heures. Cette étude, elle vient du Japon, elle, quant à elle, elle a été publiée tout récemment. Et elle montre chez des patients opérés de prostatectomie robot, là aussi, groupe NOL guidé par le NOL versus groupe conventionnel. L'objectif primaire, c'était l'utilisation de rémifentanyl opératoire. Il y a eu moins 20% de rémifentanyl opératoire et moins de douleurs post-op à H2 en salle de réveil, au repos et à la mobilisation
en salle de réveil, et ce aussi jusqu'à J3 post-opératoire. Donc non seulement ils réduisent les opioïdes intraopératoires, mais ils améliorent la récupération post-opératoire. Le principe, c'est une douleur bien gérée, intra et post-opératoire, ça veut dire moins de sensibilisation certainement, et moins de douleur post-op et moins de consommation d'opioïdes post-opératoire. Le NOL a aussi été utilisé dans ces deux études-là. Je vous les ai mises pour exemple. Vous pouvez aller les lire et les regarder. 2025 et 2024. La première en haut à gauche, une étude qui utilisait le NOL en chirurgie cardiaque à cœur ouvert pour évaluer l'efficacité du bloc parasternal en chirurgie cardiaque. Donc, ils ont réussi à montrer que grâce au NOL, ils validaient l'efficacité de leur bloc. De même, celle de droite en bas à droite, 2024, validait le null index dans la validation de l'efficacité d'une péridurale. Quand vous faites de la chirurgie abdominale ouverte avec péridurale, eh bien, votre null index va vous permettre de dire ma péridurale fonctionne, je me sens confortable, mon null index ne bouge pas, et donc je sais que ma péri fonctionne et que mon patient n'a pas besoin d'avoir d'opioïdes supplémentaires. Après, il y a quelques controverses que vous avez pu voir dans la littérature. Celle-ci est de novembre 2024, donc toute récente, et c'est des revues systématiques avec méta-analyse qui disent bah, finalement, on n'est pas sûr que le null index permette de réduire la douleur, la consommation intraopératoire d'opioïdes. Ça, c'était la conclusion de cette méta-analyse. On regarde 9 études, dont plusieurs des nôtres et plusieurs de celles du groupe de Dan. Certaines disent oui, certaines disent non. Et puis quand on fait une méta-analyse de tout ça, bah, ça sort en disant, bof, on ne sait pas trop. A priori, ça n'a pas l'air de réduire la consommation intraopératoire d'opioïdes. Donc, est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser? Puis il y en a une autre qui est sortie dans le BJA aussi en 2025, aussi un peu controverse, qui vient du groupe d'Albert Dahan et qui a dit ben, on a regardé tous les moniteurs, le Cardéan, le NOL, l'ANI, le SPI, la pupillométrie. La pupillométrie semble être assez conclusive en disant ça permet de réduire la consommation intraopératoire d'opioïdes, mais les autres, globalement, on ne sait pas trop. C'est pour le NOL, ça semble être favorable, mais pas complètement. Pour le Cardéan, ça l'est pas du tout. Pour l'ANI, il est au milieu, donc on ne peut pas conclure. Donc ces controverses-là, il faut faire attention aussi parce que ces systématiques revues et méta-analyses ne prennent pas du tout en compte, ou alors vraiment extrêmement mal, tous les facteurs confondants qui amènent à une consommation d'opioïdes intraopératoire. C'est bien de gérer la nociception, mais la gestion de la profondeur d'anesthésie aussi n'a pas été rapportée ou n'a pas été homogénéisée dans ces différentes études. Il y a certaines études qui en utilisaient, qui n'en utilisaient pas, ou qui n'avaient pas du tout les mêmes guidelines par rapport à la gestion de la profondeur d'anesthésie. Donc encore une fois, quand on fait de l'anesthésie personnalisée, il faut savoir associer un moniteur de EG avec un moniteur de nociception. Si vous faites qu'un moniteur de nociception sans moniteur de EG, votre conclusion à la fin va être un petit peu erronée. Donc là, grosse hétérogénéité sur ces études-là qui sont mises dans une même revue systématique. Donc forcément, ça entraîne un petit problème avec la conclusion. Il y a une erreur qu'on a faite il y a 15-20 ans avec la douleur aiguë et les stratégies antisensibilisantes, par exemple, et anti-chronicisation de la douleur aiguë. Il y a 20 ans, on disait ah, est-ce que la kétamine permet de baisser la douleur chronique post-opératoire? Est-ce que la lidocaïne intraveineuse en perfusion permettra de baisser ça? Est-ce que la péridurale permet de baisser ça? Donc, l'erreur qui avait été faite à l'époque, c'est qu'en douleur aiguë, on essayait de mélanger toutes les chirurgies et de dire est-ce que la kétamine fonctionne? Et en fait, après, on est revenu un petit peu sur nos pas en disant on va faire par procédure spécifique, par type de chirurgie spécifique, et on va faire une analyse plus sectorielle par type de chirurgie. Et c'est un petit peu ça aussi qui est l'erreur dans ces revues systématiques, c'est quand on mélange tous les types de chirurgie et tous les types d'anesthésie avec tous les types d'analgésie et protocoles d'analgésie et d'ALR ou pas, eh ben, on a un peu de mal à sortir que le null index permet de réduire la consommation intraopératoire d'opioïdes parce qu'on a mélangé tout et son contraire en tant que facteur confondant et on a un peu de mal à sortir ça. Donc, le but final, en fait, d'utiliser les moniteurs de nociception, pour moi, ce n'est pas forcément de réduire à tout prix la consommation d'opioïdes, c'est surtout d'adapter la consommation d'opioïdes aux besoins réels du patient
Et toutes les sociétés savantes d'anesthésie ou tous les instituts de recherche actuellement en médecine périopératoire adorent l'anesthésie personnalisée de précision titrée aux besoins réels du patient. Et c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas à forcément réduire les doses d'opioïdes intraopératoires. Donc ces deux méta-analyses sont intéressantes, mais à mon avis, il n'y a pas assez de patients pour répondre correctement et il n'y a pas assez de prise en charge correcte des facteurs confondants pour penser qu'elles disent la vérité complètement. Je laisse la parole à professeur Charrier pour nous parler de l'étude OPTI2 qui est en cours. Merci. Je reprends la main. Alors, utiliser moins de morphinique, avoir moins d'hypotension péropératoire, moins de douleur en salle de réveil, ce sont des critères très intermédiaires. On est d'accord, un morphinique fait très peu ou pas baisser la tension. Un hypnotique fait un peu plus baisser la tension. Par contre, l'association des deux a un effet synergique pour l'anesthésie, mais aussi pour l'effet secondaire qu'ils ont et entraîne une hypotension beaucoup plus marquée que l'utilisation de chacun d'eux séparément. Cette hypotension, elle entraîne une morbidité très bien décrite, rénale, cardiaque, cérébrale et une mortalité. Je vous montre juste une étude hyper connue de Walsh, 2013, et il dit simplement que 1 minute passée en hypotension, il avait pris un seuil de pression artérielle moyenne à 55 mm de mercure, 1 minute passée en hypotension aggrave déjà le pronostic pour le rein et le cœur. Dans la foulée des études que je vous présente, on a défini des seuils qui paraissaient raisonnables, seuil de pression artérielle moyenne, quelque part entre 60 et 65. La conséquence de la morbidité et mortalité induite par l'hypotension, c'est qu'aujourd'hui, on met nos patients sous amine vasopressive. Dans ce petit papier de Catherine Chiu publié dans le BJA, vous voyez l'augmentation de la consommation de noradrénaline entre les années 2015 et 2019. Et dans ce papier australien, portant sur 830 patients âgés comme on les a tous les jours dans nos structures, en chirurgie non cardiaque, vous voyez, il y a peu d'hypotension, 25%, on présente au moins un épisode, mais au prix d'une consommation d'amine vasopressive très importante. 85% de sa série est sous amine vasopressive. Et bon, soyons réalistes, si on rentre dans nos salles de bloc opératoire où on opère des patients âgés de chirurgie un peu lourde, au moins les 2/3 ou les 3/4 sont sous Babinor aujourd'hui. Or, ces amines vasopressives, elles ne sont pas neutres en termes de morbidité et de mortalité. Les amines vasopressives vont modifier les débits sanguins régionaux et aujourd'hui, il est très bien publié qu'on a une morbidité rénale, cardiaque, digestive au moins par lâchage de suture et ischémie mésentérique et une morbidité qui est associée directement à l'utilisation de ces amines vasopressives. Je vous en montre un exemple dans cette étude dont on a parlé juste précédemment de Catherine Chiu. C'est quand même 26 hôpitaux aux États-Unis, 5 ans, 32 000 patients. Elle va montrer qu'on a moins d'hypotension au fil des années. Bien sûr, on utilise plus d'amines vasopressives, mais qu'on a par contre plus d'insuffisance rénale post-opératoire. Deuxième papier, c'était l'équipe australienne dont on en parlait, 85% d'utilisation d'amines vasopressives. Eh bien, ils ont montré, après ajustement des covariables dans leur modèle final, que 5 mg d'éphédrine, ça augmente de 11% l'odd ratio de développer une insuffisance rénale post-opératoire. Et qu'au-delà de 20 mg d'éphédrine, ce qui nous arrive quand même hyper facilement, on multiplie par 2,5 l'odd ratio de développer une insuffisance rénale post-opératoire. Troisième petit papier, 10 000 patients, 30 pays, chirurgie majeure définie par plus de 2 heures et ils vont en unité de soins intensifs en post-opératoire. Et ils vont décrire quasiment 2000 insuffisances rénales post-opératoires. Et dans leur analyse en régression multivariée, ils vont montrer que l'utilisation d'amines vasopressives, tout autre paramètre confondu, indépendamment de tout autre paramètre, l'utilisation d'amines vasopressives multiplie par 1,76 le risque de développer une insuffisance rénale post-opératoire. Donc,
Hypotension entraîne amine vasopressive, mais amine vasopressive elle-même entraîne une morbidité rénale, cardiaque, digestive et une mortalité. L'idée, c'est donc d'adapter le plus finement possible l'utilisation de nos produits. D'un côté, en utilisant le BIS, de monitorer très finement l'hypnose. De l'autre côté, en utilisant le NOL, qui est aujourd'hui le seul moniteur qui permet un monitorage continu de la balance nociception-antinociception. La pupille ne permet pas de monitorage continu. Et bien, ce double pilotage de notre anesthésie par ces deux composantes va diminuer le risque d'hypotension et diminuer probablement l'utilisation de noradrénaline. C'est le but de l'étude du PHRC national qu'on a lancée il y a maintenant une année, qui porte sur 15 centres et 1132 patients. C'est une étude randomisée. Dans un groupe, on aura accès aux deux paramètres pour conduire l'anesthésie, et dans l'autre, ces paramètres seront monitorés, mais on en est en aveugle. Tout petit papier publié hyper récemment et passé un peu sous les radars montre simplement que quand on pilote la composante hypnotique de l'anesthésie par le monitorage de l'électroencéphalogramme, BIS ou autre, on diminue la quantité de noradrénaline qui est utilisée pour nos patients. C'est bien l'idée de l'étude Opti2 qu'on a lancée, que le double monitorage de la composante hypnotique et de la nociception voilà, a pour objectif principal, on voudrait montrer est-ce qu'il existe une diminution de la morbimortalité à J30. Critère dur comme objectif principal et objectif secondaire. Est-ce qu'on a effectivement diminué les hypotensions en pilotant plus finement? Est-ce qu'on a diminué la consommation d'amines vasoactives? Alors, on ne s'est pas placé dans une population générale de sujets jeunes et qui vont bien. On a sensibilisé l'étude en prenant une population de sujets fragiles, dont âgés, mais fragiles au sens large, et qu'on opère de chirurgie lourde. Et on va s'intéresser pour ces patients à la mortalité à J30. C'est le design de l'étude Opti2. Je rends la parole au professeur Philippe Richebé. On va vous introduire quelques cas cliniques qu'on va partager à deux voix. Désolé, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup, David. On a hâte d'avoir les résultats de l'étude 2028. Bon courage et puis on participera avec grand plaisir à tout ça. On va vous parler de quelques cas cliniques parce que c'est important d'illustrer un petit peu ce que l'on dit ou ce que disent les études, mais dans la vraie vie de tous les jours. Moi, je suis un anesthésiste de tous les jours comme vous tous et donc c'est important de mettre des images de ce que l'on fait avec ces moniteurs. Là, j'ai pris un exemple assez typique d'un patient qu'on a tous les jours en urgence, fracture de hanche, un homme de 96 ans, il vient pour une fracture de hanche gauche adressée par les urgences à nos blocs opératoires. Il a quelques antécédents chirurgicaux, une résection de prostate, une carotide droite, il a un peu d'hypertension au niveau médical, il a fait un AVC avec une hémiparésie gauche résiduelle. Il fume toujours, il boit un petit peu de vin tous les jours. On habite à Bordeaux, hein, donc, il a un traitement habituel par Plavix qui a été arrêté. Il a été amené au bloc après 48 heures. Et puis, il est sous antihypertenseurs, anticholestérol et fluoxétine. Il pèse 65 kg, 1m65, il vit à domicile, il n'a aucun trouble cognitif. C'est un monsieur âgé, mais qui vit à domicile et qui vit bien à domicile. Et puis, il a une auscultation normale, et puis pas de problème au niveau de l'airway, et puis il est édenté complètement. Une hémoglobine normale, haute même, un peu déshydratée certainement, une créate normale malgré ses 96 ans, et puis au niveau cardiaque, il n'y avait rien de particulier. Ce patient, on lui a fait une induction d'anesthésie douce. On a bien sûr mis un BIS et un NOL. Et grâce au BIS Advance, on a suivi l'induction d'anesthésie au niveau hypnose. Et avec le NOL, on a suivi la nociception intraopératoire. Vous voyez dans les doses d'induction, un petit peu de lidocaïne, à peu près 1 mg kilo à l'induction, la kétamine 15 mg, ce qui fait une très petite dose pour son poids de 65-70 kg, et une très petite dose de propofol avec du rapifène et une curarisation pour l'intubation.
On a fait un petit peu d'éphédrine en préventif, pas parce qu'on avait une hypotension, mais en prévention d'une hypotension. Et puis des antalgiques assez rapidement en post-induction. Puis un relais par sufentanil titré aux besoins du patient sur le non-index et un relais par sévoflurane pour les hypnotiques titré sur le bis. Donc, c'est 8h22. Ce patient, à 8h22, donc 25 minutes post-induction, vous voyez que sa pression artérielle est stable. Vous voyez que son bis, on a un spectrogramme qui est tout à fait représentatif des patients de 96 ans. Hein. Toutes les études, si vous retournez dans la littérature du spectrogramme des patients âgés de plus de 80 ans, c'est souvent ce genre de spectrogramme que l'on a, avec un index bis normal, un suppression ratio qui est à 4. Malgré une induction toute douce et très peu de propofol, on a quand même un temps de suppression time, un temps de suppression qui est à 3 minutes. Hein. Malgré des petites doses, il a quand même plongé assez rapidement. Et vous voyez, son NOL est stable sous les 25 en permanence et on n'a pas un NOL qui tape à zéro. Ça veut dire qu'on n'est pas en excès de nociception, mais on n'a pas un NOL qui est au-dessus de la barre de 25, ce qui nous permet de dire qu'on est dans un bon management de son analgésie intraopératoire. Et sa pression artérielle est bonne, sa fréquence cardiaque est normale, elle est idem après opératoire. 10 minutes plus tard, on commence la chirurgie. Il y a un petit pic au NOL que vous voyez en bas, mais qui ne dépasse pas les 5 parce qu'on avait anticipé un petit peu. Donc, on n'a pas de grosse augmentation du NOL lors de la chirurgie. On a toujours un spectrogramme et un BIS qui sont totalement normaux. On n'a pas plus de burst suppression ou pas beaucoup plus de suppression time. Et si vous regardez l'écran hémodynamique, là, on a une petite hypertension. Là, on est en post-chirurgie, hein, en post-incision. Donc, on se dit, est-ce que c'est une hypertension? Alors, c'est un monsieur de 96 ans qui est hypertendu habituellement. Donc, il n'a pas des chiffres à 12,8 de tension habituellement. Hein. Il doit tourner à 16 ou 17 à la maison. Donc là, il est à 18, post-incision. Mon NOL me dit, bon, il y a eu un petit bump, une petite augmentation du NOL, mais qui n'a pas dépassé les 25. Puis finalement, il est dans les normales. Et donc, mon hypertension à 184 sur 91, je peux la considérer comme une hypertension que je peux traiter ou baisser légèrement si je veux avec un antihypertenseur plutôt que donner à nouveau des opioïdes à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. 10 minutes après, donc c'était 8h31 quand on a administré le Loxène, une petite dose, hein, 0,5 mg de Loxène IV, on est passé de 180 à 131 sur 67 avec une PAM à 85. Je ne veux pas descendre plus bas chez un monsieur qui est habituellement hypertendu et je ne veux pas le mettre en hypoperfusion d'organes, alors que lui, à la maison, a certainement une pression artérielle plus importante que la pression artérielle d'un jeune homme de 20 ans. Donc là, encore une fois, on a un NOL qui me dit le patient sous opération ou sous anesthésie générale ne ressent pas de douleur. Vous voyez que mon NOL oscille toujours entre 10 et 25 et il ne tape pas dans les zéros. Bon, là, il est descendu un petit peu à 1 parce qu'il y avait peut-être moins de stimulation. On était sur la fin de la chirurgie. C'est une chirurgie assez rapide. Et à 8h56, le patient, tranquillement, a été amené à la salle de réveil. On avait une MAC intraopératoire qui était à 0,4. Donc là aussi, double monitorage BIS plus NOL permet de réduire la consommation d'hypnotiques drastiquement et donc permet d'éviter l'utilisation de vasopresseurs dont on parlait tout à l'heure, dont le professeur Charrier parlait tout à l'heure. Là, on n'a pas utilisé de vasopresseurs, on a utilisé un tout petit peu de Loxène une fois pour ramener sa pression dans des limites autour de 140 de systolique, avec une PAM autour de 90. Pour un homme de 96 ans, c'est tout à fait légitime. Et puis une analgésie multimodale, une analgésie basée sur le sufentanil dont on n'a fait quasiment rien en intraopératoire. C'était des 2,5 microgrammes intraveineux qu'on faisait de temps en temps et on a eu une consommation d'opioïdes très réduite, adaptée aux besoins du patient. Le patient est amené à 9h05 en salle de réveil. Il est décurarisé avec du Bridion, extubé dans les 5 minutes, sans aucun trouble cognitif à 96 ans. Donc ce double monitorage BIS plus NOL nous permet de faire des anesthésies, on va dire, de très belles anesthésies satisfaisantes pour nous, les anesthésistes, parce qu'on voit notre patient se réveiller sans aucun trouble cognitif, sans délirium, non algique, pas de titration nécessaire et il quitte la salle de réveil rapidement. Voilà pour mon cas clinique. Je repasse la parole à David.
J'attends juste de reprendre la main. Et on va terminer par 2 cas cliniques en anesthésie loco-régionale pour laisser un peu de place aux questions et aux réponses derrière. Un homme de 47 ans qui va avoir une hémicolectomie droite avec rétablissement de continuité en un temps. Et on va lui faire une péridurale qui va nous servir pour le père et pour le post-opératoire. Et donc, la question en fin d'intervention, est-ce que ma péridurale remonte assez haut? Est-ce qu'elle va couvrir sa douleur pour le post-opératoire? Alors, voilà comment on fait nous. J'ai mis des électrodes et j'ai mis un stimulateur pour réaliser un tétanos, 60 milliampères, 50 Hz, 5 secondes, sur différents dermatomes. Là, j'ai monté les dermatomes 2 par 2. Je vais donc tester les dermatomes et regarder la réponse obtenue sur le NOL au moment de ma stimulation nociceptive calibrée qui va me permettre de savoir jusqu'où remonte l'effet de ma péridurale. Je fais ça bien sûr en bilatéral à droite et à gauche, et en voilà le résultat, là, dermatome par dermatome. J'ai testé T4, j'ai eu une réponse du NOL, il est monté très haut. J'ai testé T6, j'ai eu une réponse du NOL, il est monté au-dessus de 25. J'ai testé T8, j'ai eu une réponse du NOL. Mais vous voyez qu'en dessous de T10, T12, L2, et en remontant de l'autre côté à droite, T12, T10, T8, je frise la barre des 25. Au-dessus de ces T6 ou T4, j'ai clairement une augmentation du NOL. Je suis clairement en territoire non couvert par la péridurale. Mon stimulus nociceptif calibré cutané a créé un stimulus nociceptif que je peux voir sur mon appareil. On se sert de la même chose pour regarder ici l'efficacité d'un bloc paravertébral, dermatome par dermatome, et sur cette dernière photo à droite, un bloc des érecteurs du rachis. On va le tester aussi en bilatéral, hein. Je vous montre qu'un côté là, mais on le teste des deux côtés. Et on a regardé l'extension de ce bloc des érecteurs du rachis. Vous savez qu'il y a une littérature un peu controversée sur le bénéfice de ce bloc. Et ben, voilà ce qu'on a pu montrer. Voilà la synthèse centrée sur le point de ponction de nos patients. À droite et à gauche, vous voyez la réponse NOL. En noir foncé, l'étage où on a ponctionné, réponse 0 au NOL. Et puis quand on va s'écarter vers le haut ou vers le bas, dermatome par dermatome, vous allez voir monter la réponse. Elle est à 5 sur le dermatome d'au-dessus, elle est à 15 sur celui du dessus en moyenne. Elle est à 25 quand on est 3 étages au-dessus, elle est à 40 quand on est 4 étages au-dessus. Bref, aujourd'hui, quand on dit ce bloc des érecteurs du rachis, il ne fonctionne pas, parfois il ne fonctionne pas simplement parce qu'on voudrait couvrir un territoire chirurgical beaucoup plus important que ce que ce bloc est capable de faire. Et nous, aujourd'hui, on pique des blocs des érecteurs du rachis étagés quand on a une chirurgie qui s'étend sur un grand nombre de dermatomes. Pareil pour notre paravertébrale. Voilà, je rends une seconde la parole au professeur Philippe Richebé pour une dernière synthèse et je conclurai avant d'ouvrir ce webinaire à vos questions. Donc, juste pour finir rapidement, puisqu'il va nous rester 10 minutes pour les questions-réponses, donc juste une image qui vous montre effectivement l'anesthésie personnalisée titrée aux besoins réels du patient. Et j'aime cette phrase-là parce que tous les mots sont importants, personnalisé, titré, besoin réel du patient. Et on utilise donc la combinaison BIS plus NOL plus curare. Et on a cette triade de l'anesthésie qui nous permet de faire de l'anesthésie de précision qui permettra d'avoir une récupération beaucoup plus rapide de nos patients et des impacts sur sa récupération post-opératoire. Merci. Et je conclurai avec simplement une diapositive. Je ne suis pas sûr qu'on fasse moins de morphinique dans l'étude Opti2, dans le bras qui est contrôlé par le monitorage du BIS et du NOL. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on le fait au bon moment, au moment où le patient en a besoin. Le NOL y permet un contrôle de la douleur avec une mesure objective et une adaptation individuelle. Il évite les surdosages puisque les besoins et les réponses aux morphiniques sont éminemment variables d'un patient à l'autre et de ce fait améliore la sécurité et le devenir de nos patients. Dire qu'on élimine les doutes sur la cause de cette augmentation du NOL, c'est pas toujours aussi simple que ça. Une hypovolémie va faire monter le NOL. Un bolus d'éphédrine va faire monter très temporairement le NOL. Bien sûr, on injecte du sympathique, donc on va le voir passer dans le monitorage du sympathique. Mais par contre, ça permet clairement d'adapter le traitement analgésique au niveau de douleur du patient. Et je rejoins en ça la conclusion du professeur Philippe Richebé. On va rendre la parole à Diane Farzinpour qui modère cette session. C'est elle qui aura reçu les questions et les réponses qui ont pu avoir. Et là, on a une dizaine de minutes pendant lesquelles on peut répondre à vos questions avec grand plaisir. Merci.
Tout à fait. Déjà, merci beaucoup, professeur Richebé, professeur Charrier, pour ce beau webinaire. J'ai juste une première question d'une personne qui est arrivée un petit peu en retard. Oui, pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir le début, vous aurez le replay à la suite de la session et vous pourrez revisionner ce webinaire. J'ai une première question. Y a-t-il certains types de chirurgie ou certaines caractéristiques du patient pour lesquelles l'utilisation du NOL est particulièrement utile et bénéfique? Je peux commencer peut-être. Je pense que c'est important de réfléchir à cette question-là parce que, il va falloir forcément qu'on sélectionne notre population. Pour l'instant, tout le monde ne peut pas mettre un OL et un BIS sur toutes les populations et sur toutes les chirurgies. Et je vais prendre l'exemple un petit peu des pratiques dans mon institution actuelle, la Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine. On a des chirurgies majeures et on a des chirurgies très mineures. Donc, en chirurgie majeure, c'est certain qu'on a un intérêt pour une chirurgie qui va durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, d'une grosse chirurgie abdominale, urologique, gynécologique ou thoracique. On a un intérêt effectivement à mieux gérer nos opioïdes et nos hypnotiques parce que ça va nous permettre cette récupération meilleure et certainement donc d'avoir un impact sur la trajectoire patient post-opératoire et d'avoir un impact non seulement sur les issues post-opératoires cliniques, mais aussi au niveau financier, parce que si vous arrivez à faire du meilleur travail et que le patient sort plus vite, c'est aussi un intérêt pour tout le monde. Après, c'est certain que il y a des chirurgies comme les dents de sagesse. J'ai même pas le temps de mettre un bis et un ol sur mon jeune homme de 18 ans que la chirurgie est déjà finie. Donc là, je dirais aucun intérêt. Donc c'est important de réfléchir par type de chirurgie. Et puis, comme je disais tout à l'heure sur les méta-analyses, systematic review et méta-analysis, c'est qu'il faut faire attention aux conclusions parce que si vous mélangez toutes les chirurgies, toutes les analgésies, toutes les ALR et tout le monde et qu'on veut sortir si oui ou non on a un impact, méfiance par rapport à cette approche-là. Faisons des approches par type de chirurgie, faisons des études par type de chirurgie. Après, moi, la population, et David l'expliquait très bien, la population frêle, âgée, et c'est maintenant notre quotidien dans notre bloc opératoire qui viennent pour des grosses chirurgies, eh bien, c'est cette population, moi, que j'aime cibler parce que c'est eux qui méritent plus d'avoir cette anesthésie titrée qu'un jeune de 20 ans qui, effectivement, mérite aussi, mais va se remettre plus facilement de son surdosage qu'un papy de 90 ans. Moi, je dirais patient douloureux chronique qui vient avec déjà une pharmacopée contre la douleur importante, Mm. ou des patients qui ont des habitudes de consommation de toxiques où on ne sait pas toujours où on va. Et je mettrais en troisième, après les patients fragiles, bien sûr. Est-ce qu'on oserait tourner à 0,3 max si on n'avait pas un bis? Est-ce qu'on oserait tourner à 2,5 microgrammes de SUV si on n'avait pas un... Troisième, si vous voulez diminuer d'opioïdes, mettez du monitorage. Mm. Faites volontiers, mais mettez du monitorage. Ce n'est pas un monitorage du Sufinta ou du rémifentanil, c'est un monitorage global de la balance entre la nociception et l'antinociception, entre la douleur et l'analgésie. Donc tous nos produits qui participent à l'antinociception, ils sont monitorés par la résultante qui est le NOL. Et on le voyait bien dans cette étude que je montrais sur les hormones ACTH et cortisol. Quand vous faites de la belle anesthésie, votre taux d'hormones de stress intra-opératoire et post-opératoire est réduit. Donc, ça veut dire qu'on a eu un impact positif sur le ressenti du corps du patient par rapport à cette chirurgie. Et moins de stress veut dire certainement moins de conséquences néfastes de ce stress. Alors, pour les opioïdes, c'est aussi moins d'opioïdes égale moins de sensibilisation. Pas du tout d'opioïdes. Moi, je suis pas anti-OFA, mais je fais attention aux gens qui font de l'OFA en disant, c'est peut-être pas 100% la bonne stratégie. Peut-être que l'on peut faire de l'opioid sparing plutôt que de l'opioid free. Et c'est certainement, il faut ajuster la dose au bon moment. C'est certainement plus important que de se priver des opioïdes ou des analgésiques à tout prix. Bien, merci beaucoup. Une autre question, le NOL peut-il améliorer la communication entre les chirurgiens et les anesthésistes pour améliorer les résultats liés à la douleur intra-opératoire et post-opératoire? Allez, je prends la parole en premier. Moi, je dirais que j'ai redécouvert la neurochirurgie dans laquelle je travaille.
j'ai redécouvert quels étaient les temps particulièrement douloureux et pas forcément ce que je pensais. Et là, je peux savoir ce que mon chirurgien est en train de faire. Et lui, voilà, le chirurgien, il regarde aussi le nol pour savoir où est-ce qu'il se trouve, qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Est-ce qu'on est en train de tirer beaucoup trop fort? Est-ce qu'on est en dehors du raisonnable pour quelque chose? On fait beaucoup de chirurgie éveillée chez nous. Dans la chirurgie éveillée, le nol, il va piloter la réponse de mon patient et je ne me lancerai pas dans une chirurgie éveillée sans monitorer la double composante de ce qui m'intéresse parce que je veux absolument savoir très finement où se trouve le patient sur le plan de l'analgésie. Et moi, je vais rebondir sur la chirurgie laparoscopique, par exemple, qui est un très bon exemple aussi de communication entre l'anesthésiste et le chirurgien. Pendant longtemps, on pensait que oh, on fait des laparoscopies, c'est pas douloureux la laparoscopie. Oui, il y a plein de moments dans une laparoscopie, qu'elle soit gynécologique, qu'elle soit digestive, qu'elle soit urologique, qui sont douloureux et qu'on ne pensait pas être douloureux. Ça permet d'affiner et de discuter avec le chirurgien. Même nos chirurgiens, parfois, regardent l'écran et disent ah, waouh, je vois que ça monte. Là, je pensais pas que ça faisait mal, ça. Et en fait, ça permet de communiquer entre nous et de dire, bon, OK, on va ajuster, tire moins, je donne un petit coup de ça et on s'ajuste. Et oui, ça améliore effectivement la communication. L'insufflation de la laparoscopie, par exemple, est quelque chose qui tire sur les mésos et sur le péritoine et qui est douloureux. Et donc, on voit une réaction à ce moment-là et on peut effectivement gérer beaucoup mieux même des petites choses intra-opératoires, des dissections ou des brûlures peuvent nous permettre, quand on regarde l'écran du chirurgien en laparoscopie et nous avec le NOL, on met les deux écrans à côté et on voit très bien la corrélation qu'il y a entre sa brûlure, son tirage et puis les réactions du NOL, nociception intraopératoire. Donc oui, ça améliore la relation anesthésie-chirurgien pour optimiser la récupération post-opératoire, c'est certain. Très bien, merci. Autre question, comment ajuster avec le NOL un PSE de sufentanil? Avez-vous connaissance ou testé déjà un protocole? Oui, alors pour un PSE de sufentanil, alors ça dépend si les gens travaillent en, en AVOC ou en PSE standard de sufentanil, quel que soit l'opioïde, hein, puisque nous, on a des études qui ont été faites avec le fentanyl. En Amérique du Nord, on travaille encore beaucoup avec le fentanyl. Donc à Montréal, on avait pas mal de fentanyl utilisé, mais aussi avec le sufentanil, un peu moins avec le rémifentanil, sauf dans certaines études que l'on a faites. Donc que vous travaillez avec rémifentanil, sufentanil, fentanyl ou n'importe quel opioïde fort intraopératoire, ça va vous aider à réduire, enfin pas forcément à réduire, mais à ajuster et peut-être réduire votre consommation. C'est assez réactif, donc ça permet effectivement d'ajuster. C'est sûr qu'un PSE de sufentanil, c'est un peu plus lent à la baisse ou à la hausse parce que la pharmacocinétique du produit fait que ça va mettre un certain temps, mais ça vous permet quand même d'ajuster ce PSE de sufentanil. Donc oui, ça vaut le coup de l'utiliser quand même. Ça permet d'éviter de laisser un PSE de sufentanil qui tourne à la même concentration haute pendant toute la chirurgie. On va tranquillement baisser, puisqu'on sait qu'au bout d'un moment, une certaine accumulation du produit, et donc on va tranquillement baisser au fur et à mesure de la chirurgie, voire même l'arrêter, quitte à refaire que des petits bolus, en fait, après. Bien. Euh, on est arrivé au bout de cette présentation. Il y a encore quelques questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est que je vous les transmette, professeur Charrier et professeur Richebé, si vous pouvez répondre à chacune des personnes par la suite qui ont des questions. Avec grand plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. On va pouvoir clôturer cette session. Je vous remercie tous les deux pour votre présence, pour votre expertise. Merci à tout le monde. Merci, bonne fin de journée, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.